Ah, puis je vois un monsieur aussi. Vous êtes professeur? Vous n'avez pas le droit d'être là alors? Si? Il peut rester quand même? Ouais, il a l'air sympa. Je pense. Pas de souci. Hop. Puis il y en a un qui prend des photos là-bas, il triche. Je sais pas comment c'est en principe. On n'a pas le droit là de prendre des photos. Bon. Alors je vois une dame au fond de la salle qui a un micro, c'est ça? Qui a deux micros. C'est un petit peu embêtant parce que si je ne mets pas mes lunettes, je vois rien. Oui. Mais si je mets mes lunettes, je vois rien. Parce que c'est des lunettes pour lire. Puis les lunettes normales, je crois que je les ai oubliées à mon hôtel. Donc il va falloir m'aider un petit peu à lever un main très haut quand vous voulez lire quelque chose pour que je vous vois. Qui est-ce qui veut prendre le micro, plonger et poser la première question? Alors ça, c'est pas simple en général. Ah, si. Super. Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui déjà? Alors, je suis un mec qui est arrivé hier en train et qui, en arrivant ici, on a dit tiens, on te file la feuille de ce que tu as à faire. Et donc j'ai vu, je suis la personne qui, aujourd'hui, Espace Chaillol, à 10h, est censé rencontrer des gens, mais je ne sais pas quels gens je dois rencontrer, ni à propos de quoi. Donc j'en sais à peu près autant que vous. Sinon, alors je suppose que je suis ici en raison des activités dans le milieu de la science-fiction, en tant qu'écrivain pour les grands, écrivain pour les petits, et puis tout ce qu'on peut faire dans ce milieu-là, hein, des essais, des articles. J'ai une exposition sur l'histoire de la science-fiction qui est quelque part par là. Donc je suppose que c'est autour de ça qu'on doit se rencontrer. Autrement, je m'appelle Francis Valéry, enfin, c'est le nom sous lequel cette expo est faite. Et sous d'autres noms, je publie aussi également des livres, des nouvelles sous d'autres noms. Et sous encore un autre nom, je suis musicien, compositeur, disons. Mais c'est Francis Valéry qui est supposé être là. Voilà. C'est bon? Et vous êtes qui, vous, autrement? Moi, je suis un élève des Salariés, je suis horloger. Ah, c'est super. On peut être à la fois horloger et élève. Ouais, c'est pareil. Dans une école d'horlogerie, c'est ça? On essaye. Ah, c'est bien. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, on peut peut-être aller au bar, non? Il y en a un, il s'est fait piéger, il a levé la main en disant ouais. Du coup, il faut qu'il pose une question maintenant. Moi, je suis assez fort. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir de quoi on va parler. Il y a un sujet à part la science-fiction, quoi. Un truc précis, quoi. De quoi on va parler maintenant? Ouais, précisément. Ah, j'en sais absolument rien. Je plaisantais pas tout à l'heure. mais je pense que vous avez des questions à poser, puisque depuis hier, je vois des enseignants avec des lycéens, des collégiens passer dans les expositions, prendre des notes. Alors je suppose que c'était pour préparer cette rencontre. J'en suis assez certain. Oui. Vous avez dit que vous étiez écrivain. Qu'est-ce que vous écrivez au juste? Des livres. Et j'écris des romans de science-fiction et des romans de pas science-fiction. J'écris des choses plutôt destinées aux enfants ou aux adolescents, mais aussi des choses destinées aux gens plus grands. Et puis j'écris des essais, des articles, enfin, toutes sortes de choses. Comme la plupart des gens qui écrivent, en général, c'est pas tellement... Enfin, ça peut être au départ, je pense, on ne peut pas parler pour mes collègues, mes camarades écrivains qui sont ici. Je pense qu'il y a des gens qui au départ sont des amateurs de science-fiction et des grands lecteurs et qui un jour ont envie d'essayer, puis se mettent à écrire et donc travaillent dans ce créneau-là, si on peut dire, puisque c'est ça qui les pousse. Et puis je pense qu'il y a des gens qui, c'est mon cas en tout cas, qui dès le plus jeune âge ont envie de
sont attirés par l'expression, que ce soit faire de la musique, écrire, faire de la peinture, et puis un jour on rencontre la science-fiction éventuellement, et puis on se dit tiens, dans ce domaine-là aussi je peux m'exprimer, mais on peut s'exprimer dans tous les domaines, c'est plutôt ma manière de faire. Pourquoi la science-fiction, vous êtes lancé là-dedans? J'en ai lu quand j'étais petit, tout simplement. Mon père était j'ai eu la chance d'avoir des parents, de grandir dans une maison qui était remplie de livres et remplie de disques. Donc en fait, mon père lisait de la science-fiction et de la bande dessinée, ce qui dans les années 60 c'était beaucoup moins courant que maintenant. Et ma mère lisait beaucoup de littérature, mes parents écoutaient du rock, du blues, du rhythm and blues, donc très, très petit, je savais, je voulais être soit écrivain, soit musicien, et je voulais surtout pas être autre chose que ça, parce que ça m'intéressait pas en fait. Il n'y a que ça qui m'intéressait, donc je suis devenu écrivain et musicien. Alors la science-fiction, sûrement que ça m'a... Il y a un côté magique quand on est ado, quand on est gosse même, d'imaginer un futur beaucoup plus intéressant que le présent dans lequel on vit, des choses un peu étonnantes. Donc ces idées de science-fiction, cette esthétique, si vous voulez dire, m'a séduit. Ce qui fait que quand je me suis mis à écrire, j'ai eu envie de copier les gens qui m'avaient donné du plaisir en tant que lecteur. Donc mes premiers textes étaient effectivement des textes de science-fiction, quand j'étais adolescent. Et puis, en fait, c'est le plaisir d'écrire. Donc, je ne suis pas vraiment un auteur de SF. Hein. Dans ce contexte-là, je me sens assez décalé, en fait, parce que la science-fiction est quelque chose d'important dans ma vie personnelle et professionnelle, puisque depuis quelques années, je travaille essentiellement dans des musées, je monte des expositions, des choses comme ça, toujours sur la SF. Mais c'est pas... je peux vivre sans aussi. Ça répond pas à ta question. Moyen. Et si vous avez un ouvrage à nous conseiller à lire en science-fiction? N'importe quoi de Clifford Simak. En particulier Au carrefour des étoiles. Ça se trouve en Gélu, ça coûte pas cher. C'est ça, vous m'avez demandé de conseiller un livre de science-fiction. Je suis un grand lecteur de science-fiction des années 50, on va dire, pour 50-60 pour faire court. Et je trouve que la science-fiction, au fil des décennies, est devenue de plus en plus prétentieuse. Dans les années 70-80, et les auteurs sont devenus de plus en plus bavards, ce qui fait que maintenant, non seulement la plupart des écrivains sont incapables de faire un livre qui fasse moins de 400 ou 500 pages, mais en général ils ne sont pas capables de le faire en moins de 3 tomes de 400 ou 500 pages chacun, alors que dans les années 50-60, les gens faisaient des romans qui faisaient 200-250 pages, où tout était dit, où il y avait des décors qui étaient posés, très attachants, des personnages crédibles, des histoires étonnantes. Ça allait vite, ça se passait bien. Donc moi je suis quelqu'un nostalgique un peu de cette époque-là du genre. Et quand on me demande de conseiller des livres ou des écrivains, mes propositions sont très bêtes. Hein. C'est Sturgeon, Heinlein, Simak, c'est ces gens-là qui m'ont séduit et qui m'ont aidé à devenir grand, qui m'ont appris, qui ont fait de moi un adulte. Et je me suis assez vite retrouvé en situation d'avoir envie de rendre, enfin pas de rendre, mais de transmettre. J'avais l'impression d'avoir reçu quelque chose, d'être devenu un adolescent et puis un adulte qui s'était construit à partir de ses lectures, de ce qu'il écoutait, l'école musique, de toutes ces choses-là. Et arrivé à 20-25 ans, j'ai eu envie de passer ça aux générations qui venaient après, le processus de transmission. Et j'ai pas changé de goût, donc si vous me demandez quoi lire, je vous réponds ça. Quoi. Au stand ActuSF, qui est juste à côté, là, c'est des gens que je ne les connais pas, donc je ne touche pas de pourcentage sur les ventes. Tout à l'heure, je suis passé, j'ai vu qu'ils avaient sorti un livre d'Heinlein, un livre de Simak aussi, je crois, aux éditions du Bélial, qu'on trouve dans la salle, là-bas.
c'est des éditeurs qui rendent à nouveau disponible cette science-fiction classique et qui traduisent des inédits même, et je trouve que c'est très très bien comme travail éditorial. Donc si, quand on est jeune, on est un petit peu feignant, et c'est tout à fait normal. Donc pourquoi aller lire des livres de 500 pages quand on peut s'éclater, trouver son plaisir à des livres de 200 pages? Alors les professeurs de français, je pense maintenant à la sortie des gros bâtons, mais je crois qu'il vaut mieux lire une nouvelle d'une quarantaine de pages avec un immense plaisir, être content d'avoir lu et se sentir transporté, que se lancer dans un pavé qu'on lit un peu par obligation parce que voilà, on ne veut pas le lâcher avant la fin. Alors ça, c'est un truc, vous avez le droit, quand vous lisez quelque chose et que ça ne vous plaît pas, vous avez le droit d'arrêter. Franchement, vous avez le droit d'arrêter. Avant la fin, je pense. Bonjour, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de monter une exposition sur l'histoire de la science-fiction et quelles difficultés vous avez pu rencontrer à la mettre en place? Alors on me l'a demandé. Au départ, c'est la Foire internationale de Lyon qui a contacté le musée en Suisse, le musée de la science-fiction dans lequel je travaille, en nous commandant en fait une exposition sur l'histoire de la SF. Donc j'ai été engagé pour le faire, avec grand plaisir. C'est quelque chose que j'aurais fait avant, si on me l'avait demandé avant. Je veux dire, c'est pas un travail de commande que j'ai fait en tant que mercenaire, c'est quelque chose que j'ai vraiment fait par plaisir. Et ensuite, les gens qui organisent les Utopiales ont vu cette exposition et ont pensé que ça serait intéressant de la montrer également ici. Donc c'est une nouvelle version qui est montrée à Nantes, qui est beaucoup plus belle sur le plan visuel, qui est beaucoup plus sympa, je trouve, beaucoup mieux réussi. Le texte est à peu près le même, mais la présentation est vraiment beaucoup plus sympa. Alors les difficultés, il n'y en a pas. C'est sans vouloir être prétentieux, je connais bien le domaine, puisque j'évolue dedans depuis que je suis tout petit, et je suis plus près de 60 ans que de 50, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait quand même pas mal d'années que j'évolue dans ce milieu. Et j'ai la chance d'avoir une assez grande capacité de travail, je peux bosser, je le fais toujours avec plaisir, donc voilà. Et puis en même temps, j'ai aussi la chance d'avoir beaucoup de mémoire, donc je me souviens à peu près tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu. Quand je vois une illustration, je me dis ah oui, ça c'est une illustration qui vient de tel magazine, je le repère tout de suite. Donc pour moi c'est assez simple en fait de piocher dans mes souvenirs comme ça. Et comme je travaille dans un musée spécialisé dans la science-fiction, c'est très simple aussi d'aller, je me balade dans les collections, puis je repère les objets, tout ça. Et après il y a un camarade photographe qui s'occupe de photographier tout ça. Donc en fait c'est simple. Je dirais, il suffit d'y réfléchir, de noter sur un papier un peu, faire un brouillon comme ça, puis après il n'y a plus qu'à le faire, mais c'est déjà fait. Donc il n'y a pas de problème particulier. C'est bête, hein. Ça serait plus rigolo s'il y avait des problèmes, mais... Oui, excusez-moi, mais vous êtes... pourquoi est-ce que vous avez publié sous autant de noms? Il y a des bonnes raisons, il y a des mauvaises. Alors je vais les dire en désordre, et puis vous verrez bien si elles sont... Vous essaierez de faire le tri. Déjà, il y a des éditeurs, quand ils ont investi de l'argent sur vous, ils aiment bien que vous restiez un petit peu leur propriété, on va dire. Donc si vous avez envie de travailler pour d'autres éditeurs, il faut prendre un autre nom. Alors c'est plus vrai aujourd'hui, à ma connaissance. Mais ça l'était quand même un petit peu quand j'ai commencé. Ensuite, quand on a publié beaucoup de choses, moi j'ai publié, j'ai publié environ 70 livres, entre les romans, les essais, les recueils de nouvelles, etc. Et puis plus d'une centaine de nouvelles. Ce qui fait que je suis, entre guillemets, quelqu'un d'un petit peu connu dans le milieu de la science-fiction, plus des éditeurs que des lecteurs, puisque aucun de mes livres a eu un succès foudroyant. Mais je suis quelqu'un qui est dans le milieu depuis très longtemps. Ce qui fait que jusqu'à ces dernières années, je connaissais tous les gens qui dirigeaient des collections, qui avaient des maisons d'édition, les critiques, etc. C'était tous des copains. Ce qui fait que chaque fois que j'envoyais... j'ai rien dans mes tiroirs. Chaque fois qu'une revue se lançait ou qu'une anthologie se préparait, qu'on me demandait un texte,
Enfin, déjà, il pensait à moi, donc on me demandait un texte, je le faisais, il était publié. Et inévitablement, il y a un moment où on se dit, finalement, je pourrais faire n'importe quoi. C'est mes potes, ils vont me dire oui, et je serai publié, et on arrive à se poser la question de savoir si on est apprécié pour soi-même, pour sa personnalité, parce qu'on est un mec sympa et qu'on est copain avec les gens qui ont le pouvoir de vous publier. Est-ce que c'est pour ça qu'on est publié, qu'on continue de l'être, ou c'est parce qu'on fait des choses intéressantes en soi? Donc il y a l'idée effectivement de prendre des pseudonymes tordus et d'envoyer des textes aux gens qu'on connaît sans dire que c'est soi, pour voir s'ils vont l'apprécier également, ou malgré tout, je dirais. Donc ça, je trouve, c'est une bonne raison de prendre plusieurs noms. Et puis, moi, je suis comme ça, quoi. Je suis quelqu'un, quand j'étais petit, j'étais limite autiste, un peu, hein, j'étais un peu à côté de mes ponches. À l'école, je m'ennuyais, je ne comprenais rien. Ce que me disaient les autres enfants, ça ne m'intéressait pas. Ce que je leur disais, ils ne comprenaient rien de ce que je disais. Je m'ennuyais avec les profs. Enfin, l'école, c'était... Donc je me renfermais sur moi. Et puis, j'avais l'impression aussi d'être un peu éclaté entre des envies qui n'étaient pas forcément compatibles et tout. Donc le fait de prendre plusieurs noms pour écrire, c'était une manière de résoudre mes problèmes psychologiques, disons. Chaque partie de ma personnalité pouvait être une personne. Donc il y a l'écrivain d'avant-garde, fan de Marguerite Duras, qui écrit comme Marguerite Duras, en tout cas qui essaye, et qui sous un nom publie des textes dans la mouvance du nouveau roman, de la littérature contemporaine, avant-gardiste et tout. Il y a aussi, ça c'est un de mes pseudonymes, je ne vous le dis pas, sous un autre nom, il y a aussi le type rigolo qui écrit de la SF complètement déconnante, avec parfois un peu scato, même éventuellement, un petit peu, avec des robots fous, des extraterrestres complètement débiles. Enfin bon, j'écris des textes aussi comme ça, complètement branquignoles, sous un autre nom. Et puis il y a aussi la personne qui construit un univers futuriste, tout à fait cohérent, en faisant appel aussi bien aux sciences humaines qu'aux sciences physiques, qui fait de la science-fiction sérieuse en essayant de soigner la forme, etc. Ça, c'est aussi une de mes signatures. Et puis il y a la personne qui fait j'écris aussi des musiques pour des spectacles. Pendant des années, j'ai fait des spectacles, des contes musicaux, des choses comme ça. Je fais ça aussi, je fais des musiques pour des vernissages d'expositions d'art contemporain. Ça, c'est un autre aspect de la personnalité, donc c'est un autre nom. Et le fait de prendre tous ces noms et de mettre un petit peu des cloisons, pas très étanches, puisque les gens qui me connaissent bien savent bien que c'est moi qui fais ça, ça me permet de mettre de l'ordre dans la tête et d'embrasser tout ça en même temps. Je veux dire, la somme de ces personnages, presque, c'est moi. Je sais que moi, c'est ça. Donc, je sais pas, ça me sécurise, ça me permet de poser dans le monde comme ça, sans devenir schizophrène ou moitié barjot. Voilà. C'est un petit peu une démarche pour me soigner moi-même. C'est ce travail artistique sous plusieurs personnalités. Mais ça va, je suis pas dangereux, je suis plutôt sympa. Enfin, je vais pas en choper un dans un coin pour le croquer après l'avoir mis à l'approche. Je suis végétarien, hein, je précise tout de suite, donc vous ne craignez rien. Sauf si vous avez des bonbons, des gâteaux cachés dans un sac. Je ne sais plus ce que c'était la question, mais ça a dû y répondre. Bonjour. Bonjour. Alors je voudrais vous poser comme question, quel film de cinéma, de science-fiction vous nous recommanderiez et pourquoi? Recommander à vous, c'est-à-dire à des adolescents. Moi j'ai vu Avatar, je l'ai vu à la télé en fait sur un grand écran, mais je ne l'ai pas vu en 3D. Et j'ai trouvé ça génial, mais je peux pas vous le recommander puisque vous l'avez tous vu 3 fois, je pense, au moins. Donc je sais pas, franchement, je sais pas. Je suis pas très cinéma, j'habite au milieu, quasiment au milieu d'une forêt, au fin fond de nulle part. C'est très compliqué pour moi d'aller au cinéma.
parce qu'il faut faire beaucoup de kilomètres, donc en fait j'y vais pas. Je vois les films. Par contre, j'ai un jeune frère qui est une espèce de pirate informatique professionnel, qui depuis toujours fait des choses tout à fait illégales, consistant à récupérer des films avant même qu'ils soient disponibles en DVD. Je ne sais pas comment il fait. Il fait partie de réseaux. Il y avait un réseau dans le temps qui s'appelait Les Réplicants, je crois. Il faisait partie de ces gens-là il y a 30 ans, 20 ans. Donc en fait, à la maison, j'habite dans une immense vieille maison, genre un vieux château un peu en ruine. Je devrais écrire de la littérature gothique, d'ailleurs plutôt que de la science-fiction, mais bref. Et la maison est entièrement câblée, des écrans partout, etc. Donc en fait, je vois quand même les films, mais avec un décalage. Je ne suis pas très pressé de les voir, donc souvent c'est décalé. Pourquoi je vous dis ça? Ah oui, pour conseiller un film. C'est pour dire que je n'y connais pas grand-chose en fait en cinéma. Je vois les films, souvent ça me rentre par une oreille, l'oreille c'est là, pardon. Ça me rentre par une oreille, ça me sort par l'œil, enfin au contraire, des fois ça rentre par l'œil, ça sort par l'oreille. Je suis souvent épaté par les images, les effets spéciaux, etc. En me disant, ah qu'est-ce que c'est beau. Puis à la fin du film, je me dis, mais qu'est-ce que c'était bête au niveau de l'histoire. Avatar, ça m'a pas fait ça. Avatar, je trouvais que c'était vraiment bien, quoi, parce que ça s'inscrit dans mes préoccupations personnelles, dans ma manière de voir le monde, de vivre en harmonie avec la nature qui m'entoure, d'être dans une perpétuelle tentative d'harmoniser les choses. Et je trouvais que le film rendait bien ça, ce côté un peu bouddhiste. Donc j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà. Hier j'ai regardé un petit peu le catalogue qu'on donne ici, le livre, où il y a tous les films qui sont décrits, j'en connais aucun, des films qui sont présentés. Sauf peut-être dans les rétrospectives, il y a des films des années 60 un peu. Mais je pense pas que ça vous plairait. Je suis un monsieur qui rigole là-bas. Vous êtes en train de rigoler parce que j'ai pas mes lunettes, ou alors vous grimacez peut-être. Non. Bonjour. C'est où? Ah oui. Bonjour. Vous dites avoir plusieurs personnalités, mais quelle personnalité vous-même préférez-vous? Là, j'ai pas trop le choix, hein. Elles sont là, hein. Je suis avec. Non, j'ai pas de préférence. Je suis fâché avec personne. Hein. Je sais qu'il y a des gens comme ça qui se sentent un petit peu éclatés entre des aspirations différentes et puis ça génère des conflits. Moi, j'ai pas de conflit, tout ça. Cette manière de voir, de fonctionner, ça cohabite très bien, c'est pas un problème. Je suis désolé, hein, c'est une réponse un peu de côté, mais... Oui, il y a un monsieur là-bas. L'horloger, je crois. Il me semble que c'est du côté où il y avait un horloger tout à l'heure. C'est toujours vous? Je voulais savoir si vous aviez des trucs qui vous aident à écrire. Ah, des trucs, non, mais je peux te raconter, enfin je peux vous raconter un peu comment ça fonctionne, si ça peut répondre à ta question. Pendant pas mal d'années, j'habitais Bordeaux, une assez grande ville quand même. Donc je me levais le matin, j'allais m'asseoir à la terrasse d'un bar, j'écrivais à la main pendant 2-3 heures. Je rentrais chez moi, je recopiais sur mon ordinateur, je mangeais vite fait, je ressortais à la terrasse d'un bar pour relire ce que j'avais écrit en corrigeant à la main sur ce qui avait été imprimé. Et ensuite j'écrivais la suite à la main. Je rentrais chez moi, je recopiais la suite, je mangeais, j'allais me coucher. Le lendemain, je recommençais. Et je faisais ça jusqu'à ce que le roman ou la nouvelle soit terminé. Ensuite, je prenais une enveloppe, je mettais dedans le manuscrit, j'envoyais à mon éditeur, je prenais un bloc de papier, j'allais à la terrasse d'un bar, j'en écrivais un autre. J'ai fait ça pendant des années. C'est pour ça que j'ai publié beaucoup de livres et beaucoup de nouvelles, parce qu'en fait, j'arrêtais jamais. Et c'était une espèce de processus comme ça marchait tout seul. Et c'était nourri par ce que je ressentais. C'est-à-dire, on a tous ce que j'appelle une boîte à outils
sensorielle, c'est-à-dire on voit, on sent, on entend, on touche, on ressent les goûts de ce qu'on mange. Et je suis quelqu'un qui est très exacerbé à ce niveau-là. Je suis une espèce d'éponge. Par exemple, si je rentre si je vais voir un copain à l'hôpital, je rentre dans l'hôpital, je m'effondre, je suis moitié mort, tellement je reçois de choses abominables, quoi. Donc je ne vais pas trop les hôpitaux. À l'inverse, quand je suis chez moi au milieu de la nature, je me nourris de tout ça. Donc je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup comme ça. Et quand j'étais en ville, je regardais les gens, et juste de les regarder, je me disais, j'inventais leur vie, quoi. Soit je captais des choses d'eux, à partir de la manière de marcher, de s'habiller, l'état psychologique dans lequel ils avaient l'air d'être. Donc je récupérais tout ça, j'absorbais tout ça. Et puis il y a des histoires, des problématiques qui se mettent en place, et des histoires qui naissent de ça, mais qui naissent toutes seules. Et je ne saurais pas vous dire comment ça fonctionne. Alors je pourrais rigoler en disant, de toute façon si je savais je ne vous le dirais pas parce qu'il y a déjà suffisamment de concurrence, mais c'est même pas vrai. C'est que ça vient, ça s'entasse comme si... Il y a un moment où on est plein, donc il faut que ça sorte. Alors ça sort, ce qui entre c'est des sensations, et ce qui sort c'est de la fiction ou de la musique. Et le processus qui transforme ce ressenti en création artistique, je ne le connais pas. Honnêtement, je ne sais pas comment ça marche. Mais ça marche. Enfin, pour moi, ça marche. Ce qui s'est passé à une époque, il y a peut-être 7-8 ans, 9 ans, chaque fois que je terminais quelque chose, au lieu de commencer dès le lendemain un autre travail, j'étais malade. J'avais une migraine qui arrivait, je vomissais, je restais au lit 2 jours. Enfin, c'était assez dur physiquement. Et après, ça revenait. Et ces dernières années, cette période, d'abord c'était un jour, après c'était 2-3 jours, après c'était une semaine, et cette période était de plus en plus longue. Donc j'ai commencé à me dire qu'il allait y avoir un problème dans ma manière de fonctionner, et j'ai arrêté d'écrire. Ça fait maintenant, enfin j'ai arrêté d'écrire des livres pour les adolescents, des romans, des nouvelles, de la fiction, disons. J'ai totalement arrêté d'écrire de la fiction il y a maintenant, je crois c'est 8 ans à peu près, 7-8 ans. Pour me concentrer sur l'écriture de travail théorique, donc des expositions, des articles, des essais sur des sujets les plus variés. En ce moment, mon dernier livre qui vient de sortir, c'est un essai sur comment l'île de Pâques, cette île dans le Pacifique avec ses statues géantes, etc., comment l'île de Pâques a inspiré les écrivains, les cinéastes, les gens de la BD. J'ai fait un livre là-dessus, par exemple. C'est dans c'est maintenant ma démarche, d'écrire des essais. Quand vous étiez petit, est-ce que vous avez déjà dans l'idée d'être écrivain? Ah ouais. Oui, quand j'avais... je crois que je devais avoir peut-être 7 ans à peu près. Je sais que j'ai dit que je voulais être... alors tout à l'heure j'ai dit que je voulais être écrivain et musicien. En fait je voulais être soit écrivain, soit musicien, soit peintre. Et j'ai fait les trois longtemps, mais peintre j'étais vraiment totalement nul. Alors j'ai assez vite arrêté. Et j'étais musicien pendant toute une partie de ma vie. J'étais musicien professionnel, je gagnais ma vie comme ça. J'accompagnais les chanteurs, je travaillais en studio, faire des disques avec des gens, j'ai monté des groupes de rock, de jazz, enfin toutes les musiques m'intéressaient. Donc j'étais musicien et à côté, par plaisir, j'écrivais des petites nouvelles, des petits textes que je publiais dans des fanzines, des revues amateurs, des petites anthologies, enfin, etc. Et j'ai eu des problèmes de santé, je me suis pété le dos, et donc je pouvais plus faire de tournée. C'était trop compliqué. Et comme je suis quelqu'un qui fait les choses à fond ou qui ne les fait pas, rester chez moi, gratouiller un peu la musique, ça c'était pas possible. Donc je me suis séparé de tous mes instruments de musique et j'ai basculé. Cette fois-ci, je suis devenu écrivain à temps plein. Et puis il y a de ça peut-être une dizaine d'années, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans le domaine du théâtre, du conte, des choses comme ça. Et du coup, j'ai repris la musique pour composer les musiques de ces spectacles.
Et maintenant, depuis une dizaine d'années, je fais les deux, en fait. Et ce qui correspond exactement à ce que je voulais devenir. J'ai une manière d'expliquer ça, qui est un peu tordue, mais je peux être aussi un petit peu tordu, c'est que je pense que la personne que je serai dans le futur, en permanence, à envoyer des messages depuis le futur à la personne que j'étais, que je suis dans le présent. Ce qui fait que quand j'étais gamin, pour essayer d'être simple, depuis que je suis enfant, j'ai en permanence des espèces de visions de ce que je vais devenir, de ce que je vais... de mon futur. Et je me suis toujours vu dans telle ou telle situation, et c'est toujours arrivé. Alors je ne sais pas si c'est moi qui me suis débrouillé pour mettre en conformité le réel avec ces espèces de rêves que je projetais et qui étaient juste en fait des rêves. Aussi effectivement, moi dans le futur, envoie des messages pour me rassurer, pour rassurer l'enfant que j'étais, parce que quand on est gamin et qu'on dit moi je veux être écrivain, moi je veux être musicien, déjà les parents en général ils font un peu la tronche, et puis pour soi c'est pas évident parce que c'est des métiers où il suffit pas de dire bonjour je suis artiste pour l'être, et puis pour que ça fonctionne et qu'on puisse en vivre. Donc je pense que je me suis en permanence envoyé par les rêves, hein. C'est dans les rêves que ça existe ça. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors ça a l'air un peu bizarre, mais finalement c'est pas si bizarre que ça, si on veut bien penser que le temps c'est une création de l'être humain, c'est une création de la psychologie, de nos perceptions. C'est pas du tout évident que le temps ça existe en soi, et je pense que tout cohabite. Le passé, le présent, le futur, tout ça, quelque part existe en même temps, c'est le cas de le dire. Et il y a des manières symboliques de piocher des informations dans cette espèce de lieu que certains peuvent appeler l'inconscient collectif, cette espèce de lieu où réside la totalité de l'information, passé, présent, futur. Il y a des manières d'entrer en communication avec ça, ce réservoir, et d'en tirer de l'information. Alors, par les rêves, par, je sais pas, interroger les guides, vous savez, c'est un livre chinois, c'est un peu compliqué. Ou par la science-fiction. Je pense que la science-fiction, c'est une assez bonne interface entre le réel, ce qu'on vit maintenant, et cette espèce de lieu où résiderait, où pour moi réside, parce que je pense que vraiment ça fonctionne comme ça, où réside le savoir, on pourrait dire. C'est compliqué, il faudrait un peu plus de temps il faudrait qu'on soit moins nombreux pour discuter de ce genre de choses. Mais je pense qu'à tout âge on peut discuter de ce genre de choses. Ça sent de ouf, là ça, peut-être que non, peut-être qu'on peut pas. C'est fini, parce que je vois que tout le monde s'en va. Bien. J'aurais une question sur l'exposition. Oui. Pourquoi vous faites commencer la science-fiction à Jules Verne finalement? Parce qu'il y avait des précurseurs comme Cyrano de Bergerac au XVIIe, qui avait aussi souvent fait de la SF. Oui. C'est curieux, pourquoi Jules Verne en fait? Alors si vous avez regardé l'expo en entier de près, il y a un panneau qui s'appelle les précurseurs dans l'histoire. C'est-à-dire l'expo est en trois parties. C'est des panneaux doubles. Il y a 3 panneaux doubles sur Jules Verne, sa vie, son œuvre, les romans extraordinaires, enfin bon, tout simplement parce que c'est quand même quelqu'un d'important et qui a posé les bases, tout au moins en Europe, de la science-fiction sous sa forme moderne. Hein, Cyrano, a posteriori, ça peut être perçu comme quelque chose relevant de la science-fiction, sauf qu'en fait non, la science-fiction n'existait pas à cette époque-là, mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui a écrit des choses qui, avec le recul, sont perçues comme étant de l'ordre d'un précurseur. On est d'accord là-dessus. La deuxième partie, donc il y a ces 3 panneaux sur Jules Verne, c'était pour insister sur l'importance de Jules Verne en tant que tel. Ensuite, il y a une partie de l'expo qui est l'histoire de la science-fiction, avec un premier panneau sur les précurseurs, où on remonte encore beaucoup plus loin que Cyrano de Bergerac. On cite Cyrano, mais on cite les auteurs encore plus anciens, et puis jusque maintenant. Et puis il y a une troisième partie de l'exposition qui est consacrée à
la science-fiction ailleurs que dans la littérature. On parle de la bande dessinée, du cinéma, des séries télé, etc. Donc j'ai jamais prétendu, ça serait inexact, de dire que c'est Jules Verne qui a inventé la science-fiction. Alors, qui a inventé la science-fiction, grosso modo? Enfin, qui a codifié le genre? C'est un peu... en France, il y a Jules Verne, en Belgique, il y a J.H. Rowling, en Angleterre, il y a H.G. Wells, qui sont 3 écrivains qui ont posé en Europe les bases de ce qui constitue maintenant la science-fiction au sens moderne du terme. Et ces 3 écrivains ont été... aux États-Unis est venu ensuite, au début du siècle, dans les années 10, début des années 20, un immigré d'origine luxembourgeoise qui s'appelle Hugo Gernsback, qui était un fan de ces gens-là et qui, lui, a créé les premiers magazines spécialisés, c'est-à-dire des revues qui ne publiaient que des textes relevant de ce que lui appelait scientific fiction, et qui ensuite il l'a appelé science fiction. Donc c'est aux États-Unis ensuite, dans un deuxième temps, que c'est codifié, disons, ce qu'on appelle maintenant la science-fiction moderne. Dans les années 20, dans les années 30, continuait d'y avoir en Europe des écrivains qui en faisaient. Mais simplement, ces gens-là, ils faisaient de la science-fiction sans savoir qu'ils faisaient de la science-fiction. C'est avec le recul qu'on les assimile comme des précurseurs, comme des compagnons de route des écrivains américains. Alors que les écrivains états-uniens, eux, savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, puisque le genre avait un nom, il y avait des revues spécialisées qui publiaient ces textes-là, c'était souvent des auteurs spécialisés. Donc au sens moderne, la science-fiction est née aux États-Unis, ensuite est revenue, dans les années 50, disons, est revenue en France. C'est à nouveau développé en France. Pardon? En fait, je voulais vous demander, par rapport à Jules Verne, c'est lequel livre, pour vous, qui a plus rapport avec la science-fiction? De Jules Verne? Il y en a un certain nombre. Le plus évident, c'est sûrement de la Terre à la Lune. C'est le plus simplement et évidemment de la science-fiction. Mais il y en a quand même pas mal d'autres. Le voyage au centre de la Terre. Moi, de la Terre à la Lune, je l'ai lu quand j'avais votre âge, je pense, à peu près. Ça m'a bien plu. C'est un peu... Jules Verne, c'est un peu vieux quand même. C'est pas Harry Potter, quoi. Ça va moins vite. Son temps. 20 milieux sous les mers aussi. Ça m'a éclaté, 20 milieux sous les mers. Ça m'a bien plu. Il y avait des jolis dessins dans les livres, des belles gravures. Oui, bonjour. Comme vous êtes à la fois écrivain et musicien, est-ce que la science-fiction a une influence sur votre musique? Et voyez-vous, de manière générale, des connexions entre les deux? Y a-t-il une musique de science-fiction? Tout ce qui tourne autour de la musique PDS. Alors, on a fait un débat là-dessus ici, il y a 6 ans, je crois. Il y avait, moi j'étais assis là, il y avait Moorcock qui était là, je me souviens, c'était assez sympa, c'était le sujet, est-ce qu'il y a une musique de science-fiction? Et j'ai évidemment commencé par expliquer que non, c'était complètement stupide, puisque la musique c'est uniquement l'art et la manière d'accommoder les sons. Donc des sons, c'est des sons, voilà. Donc parler de musique de science-fiction, c'est comme parler de musique de BD ou de musique, c'est idiot. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un ressenti science-fictif, il y a une manière de... C'est un état d'esprit la science-fiction, de questionner le futur, questionner la nouveauté technologique, etc. Et cet état d'esprit existe aussi dans la musique. Quand on commence à bidouiller avec des ordinateurs, à créer ses sons, enfin, même avant les ordinateurs, il y a des instruments comme le theremin, les ondes Martenot. Quand on commence à travailler avec cet état d'esprit sur la matière sonore, c'est le même état d'esprit que l'écrivain qui va travailler sur les mots, sur les motifs, sur les thèmes, etc. Forcément, il y aura des convergences. Alors, ça ne sera pas de la musique de science-fiction. Mais ça sera de la musique qui relève d'une démarche très proche de celle des écrivains de science-fiction, et donc cette musique-là sera associée dès les années 50 aux films de science-fiction.
science-fiction, on entend ces musiques-là en fond. Et puis dans les années 60, 70, cette musique-là est associée aux illustrateurs qui travaillent dans le domaine de la SF pour faire les pochettes de disques. Et puis on arrive à des groupes qui arrivent sur scène dans les années 60 et Spoutnik, habillés en cosmonautes, ou des groupes comme Kraftwerk. Il y a tout un courant musical. C'est évident qu'une connexion entre la science-fiction et littéraire et un certain type de musique, très large d'ailleurs, les connexions sont évidentes. On est d'accord là-dessus. De même qu'il y a plein de gens qui disent le jazz c'est la musique du polar. Oui, peut-être. Oui, il y a des connexions aussi, il y a des connexions aussi très fortes. Mais on ne peut pas parler de musique de jazz, de jazz de polar. Enfin, ça serait aussi débile que de parler de musique de ESF. Oui, mais les connexions, effectivement, sont extrêmement fortes. Alors, la seconde partie de votre question, plutôt la première, est-ce que ça m'influence moi? Je ne pense pas. Moi, je suis quelqu'un qui... les étiquettes ne m'intéressent pas. C'est-à-dire quand je vais voir un concert, ou quand je vais dans une exposition, ou quand je lis un livre, ce que je veux, c'est ressentir quelque chose. Je veux qu'une œuvre d'art me transmette une émotion. Si elle ne me transmet rien, c'est de mon point de vue une œuvre d'art qui, alors je dirais pas qu'elle est mauvaise, mais en tout cas qui n'est pas faite pour moi. Si elle me transmet quelque chose, je suis content. Donc au niveau de la musique, quand j'écoute Edgar Varèse, qui est un compositeur du début du siècle et qui travaille essentiellement avec des moyens, on va dire, ou quand j'écoute chanter Chet Baker, ou jouer de la trompette, ou quand j'étais ado, quand j'écoutais Hendrix, ou quand j'entends la voix complètement cassée de Neil Young, ou quand j'étais gamin, je voyais Tangerine Dream ou Kraftwerk, ou ces gens-là. C'est des musiques extrêmement diverses. Ça peut être un mec dans la rue tout seul avec sa guitare, je vais me planter devant lui puis je vais l'écouter parce que putain, ce mec il va sortir un truc de ses tripes et je vais me dire merde, il mériterait qu'il y ait plus de gens qui l'écoutent. Donc ça peut être n'importe quoi qui transmet de l'émotion. Et en tant que musicien, j'étais bassiste pour Joseph Ganter de son quartet, c'est un musicien pianiste de jazz qui est un petit peu connu. J'ai travaillé beaucoup comme guitariste avec des tas de gens très différents, j'ai monté des groupes de musique folk. Actuellement, la plupart des choses que je compose, c'est des empilements de synthétiseurs, et puis je travaille mon son comme ça. Donc, voilà. Il n'y a aucune raison de se poser des limites, de se dire je travaille dans tel ou tel genre. On fait ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Et puis la musique, c'est aussi des rencontres. Des fois, on s'oriente. C'est des expériences, tout d'un coup on va rencontrer un homme, une femme, son univers va nous parler, il se trouve que le nôtre va l'inspirer, puis on fait un bout de chemin ensemble musicalement, on fait quelque chose qui peut être totalement nouveau par rapport à ce qu'on a fait avant. Moi je fonctionne beaucoup comme ça, sur des coups de cœur, sur des rencontres, sur le hasard, enfin sur ce qu'on appelle le hasard. À mon avis, c'est... Voilà. Quels sont les avantages de la science-fiction? Quels sont les avantages? Ouais. Bon, je sais pas, ça se rend pas terrible, alors il n'y en a quand même pas beaucoup. Non, je crois que c'est un territoire de liberté. Mais en même temps, il y a beaucoup de contraintes, c'est un genre... il y a une certaine logique à respecter dans la SF. C'est-à-dire qu'on peut partir de n'importe quelle idée, la plus barjot soit-elle, mais ensuite les conséquences qu'on en tire doivent être d'une logique implacable. On ne peut pas faire n'importe quoi, donc il y a une espèce de territoire avec plein de contraintes, et puis au sein de ces contraintes, on a une liberté extrême, et on se débrouille avec ça. Donc je ne sais pas si c'est un avantage, parce que je pense qu'on doit pouvoir faire ça dans les autres domaines de la création. Non, alors je ne sais pas répondre à ta question, je ne sais pas. Quels sont les avantages? Je sais pas. C'est bené comme réponse. Bonjour. Est-ce que vous pourriez donner votre définition de l'Uchronie et quel est l'intérêt à vos yeux de revoir ainsi l'histoire et de la réécrire? Alors l'Uchronie, je vais la définir en donnant des exemples, c'est-à-dire si on suppose que Napoléon n'a pas été battu au Waterloo, mais au contraire a gagné,
Puis à partir de cette supposition, qu'est-ce qui se serait passé? Donc on écrit un roman ou une nouvelle qui se passe, par exemple, de nos jours, dans un univers qui a évolué différemment. C'est ça l'Uchronie. J'ai pas mal travaillé dans ce registre à une époque, parce que ça m'intéressait bien de... Alors l'intérêt, c'est une forme de consolation, peut-être. On peut peut-être se dire, et si ça s'était passé différemment, peut-être qu'on serait dans un monde meilleur. Souvent on est dans un monde encore pire, alors on s'aperçoit que finalement ça valait peut-être pas la peine. Et puis c'est un jeu aussi, c'est un jeu intellectuel, c'est rigolo. Je ne vais pas vous faire une réponse du genre une réponse de politicien, quoi, qui pourrait dire c'est une manière de très machin, de questionner le réel. Enfin bon, pour moi c'est rigolo en fait. C'est un jeu intellectuel. Alors ce que je trouve très intéressant souvent dans l'Uchronie, c'est quand on rentre dans un univers qui est pas le nôtre, qui n'est pas radicalement différent, mais qui est quand même pas le nôtre. Et ce qui est amusant, c'est de comprendre ce qui a bien pu se passer et quand pour en arriver là. C'est comme un polar en fait, un peu. Hein. Qui est l'assassin? Et puis au fil du roman, parce que dans l'Uchronie, le petit événement qui s'est passé différemment, c'est pas lui le héros du livre. À lui, on s'en fout. Un roman, c'est des personnages, c'est une rencontre entre plusieurs personnages qui sont placés dans un environnement et les personnages interagissent entre eux et interagissent avec leur environnement. Et puis il y a une problématique qui émerge et puis avec ça on fait une histoire. C'est ça qui est intéressant. Après, on découvre que ce monde il est tordu et cette histoire elle fonctionne comme ça parce que il y a 150 ans il s'est passé telle chose différemment. C'est la cerise sur le gâteau, c'est la petite récompense qu'on a de... Mais c'est pas ça le plus important en fait. Je pense que la littérature, ça sert... La littérature, pour moi, alors en général, pas que la science-fiction, je dirais même l'art en général, ça sert à donner du sens, ça sert à expliquer, en plus de transmettre des émotions, pour faire plaisir aux gens, pour leur donner l'impression d'être vivants encore plus. Quand on va voir un film, une expo, qu'on écoute de la musique et que ça nous parle, on se sent encore plus vivant qu'avant d'avoir commencé cette expérience, donc ça sert à ça. Et je pense que ça sert à donner du sens, à expliquer, puis c'est déjà pas mal. Et puis je sais plus où je voulais en arriver. Donc l'Uchronie peut permettre de donner du sens à l'histoire, peut-être. Hein. Il va y avoir des débats, je pense, aujourd'hui et demain, sur les rapports entre la fiction et l'histoire, où je vais participer aussi, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais ça répondra peut-être à ce genre de questions. Ah, vous êtes vraiment gentil, hein, assis, poli, bien propre sur vous, écoutez sagement. Vous seriez resté à l'école, ça aurait quasiment été pareil, mais pauvre. C'est vrai, hein. C'est plus rigolo d'être là quand même. Ouais. Ils ont l'air marrants au premier rang. Là. Vous pouvez pas les voir, ils sont juste au premier rang. Mais ça a l'air d'être un peu des ficelles devant là. Oui, il y a une main. Il y a une main avec un machin jaune. Okay. Je voulais savoir si c'était facile de s'en sortir en étant artiste, donc écrivain, musicien, financièrement. Alors, c'est un faux problème. C'est-à-dire, alors je peux parler que pour moi, je ne peux pas parler de règle générale. Moi, j'ai fait un choix de vie. Mon choix de vie, il y a des gens qui choisissent de rentrer dans la religion, rentrer dans les ordres, et il y a des gens qui choisissent de devenir artistes. C'est pas très éloigné. Donc moi j'ai fait ce choix de vie. Je savais que ça allait être extrêmement dur, sans doute. J'avais raison, d'ailleurs. Que ça allait être dur financièrement,
que ça allait être dur aussi psychologiquement, parce qu'il y a toujours une incertitude sur bon, en ce moment j'ai fait un truc, ça va, mais est-ce que ça va durer? Non, ça va pas durer. Sans arrêt, il faut recommencer. Il y a des périodes où tu gagnes pas un centime pendant des mois, tu peux te désespérer, donc c'est difficile psychologiquement, mais c'est tellement génial. Moi, je parle pour moi, tu vois. Moi, le matin, je me lève, je suis hyper heureux d'être en vie, quoi. Je me dis, putain, une journée de plus, c'est complètement génial. Je sors, je fais un peu de méditation, je vois mes bestioles à la campagne, je propose des trucs, j'écris les machins, et pour rien au monde, je voudrais une autre vie, quoi. Tu vois, j'ai fait le choix de cette vie. Je savais qu'il y aurait des côtés super, parce que j'aurais pas une hiérarchie au-dessus de moi, j'aurais pas un petit chef à me casser les pieds, j'aurais pas des abrutis sous moi à qui il faut donner des ordres et qui passent leur temps à essayer de pas faire ce que tu leur as demandé de faire. Enfin, je voyais bien comment ça fonctionnait, le monde du travail. Et je voulais pas de ce monde-là. Moi, je voulais vivre comme ça, je voulais vivre, tout simplement. Mais j'étais très conscient que ça allait être galère. Alors, je te confirme, c'est hyper galère. Mais le prix à payer, moi, personnellement, me semble très raisonnable par rapport à la vie que j'ai. Alors, ce qui est compliqué, c'est quand tu as des enfants. Parce que tu n'as pas vraiment le droit. Toi, tu vis comme tu veux, hein, si tu veux en chier, entre guillemets, c'est ton problème. Hein. Mais je pense que tu n'as pas le droit d'imposer ça à des enfants. Donc, quand moi j'ai eu une fille, ça a été assez compliqué, parce que j'avais un peu, je me disais quand même, je peux pas lui imposer de vivre comme ça galère. Et puis, j'ai eu de la chance, parce que très rapidement, ma fille m'a jamais cassé les pieds pour avoir des vêtements avec des marques, ceci, cela, parce qu'elle trouvait que ça c'était pour les bouffons, donc ça m'arrangeait qu'elle pense ça. Et puis en même temps, ma fille, elle était hyper contente que son papa, parce que c'est moi qui ai vu ma gamine, que son papa ait pour copine des filles qui étaient écrivains, qui étaient musiciennes, elle trouvait que c'était un monde génial, tu vois. Son papa avait un agent artistique, il avait un agent littéraire, donc régulièrement, on se faisait des réunions à la campagne avec 40 copains qui venaient pour les anniversaires, et puis pendant 3 jours, les gens lisaient leurs textes, faisaient de la musique et tout, et ma fille a grandi là-dedans. Et elle trouvait ça vachement plus génial que ses copains et ses copines d'école, si tu veux, dans les parents avec beaucoup plus d'argent que moi, mais en fait, ils s'ennuyaient, quoi. Alors que chez moi, on s'est jamais ennuyé. Donc si tu veux faire ce choix de vie, vas-y, parce qu'il y a un truc qui est évident. C'est qu'il vaut mieux essayer de faire les choses et puis se planter. Et puis on n'en meurt pas, hein. Après on peut rebondir. C'est mieux de faire ça que toute ta vie te dire ah, j'aurais quand même dû essayer, et puis quand tu arrives à la fin de ta vie, tu t'es aperçu que tu t'es ennuyé la moitié de ton temps à faire un boulot qui ne t'intéressait pas, avec des gens avec qui tu n'avais rien à dire, et puis d'avoir des regrets. Faut y aller en fait. Faut y aller. Mais c'est dur, hein. Moi, tu vois, j'ai publié beaucoup de bouquins. Je bosse vraiment à temps plus que plein dans la musique, dans la littérature, tout ça. Et je veux dire, je suis smicard. Je suis smicard les bons mois, on va dire. Mais c'est pas gênant, parce que moi, je vis à la campagne, je suis tranquille, je n'ai pas de téléphone portable, je vois tous ces trucs qui servent à rien et qui coûtent cher. Donc, voilà, c'est un choix de vie. Je peux ne faire que répéter ça, c'est un choix. Mais il faut assumer les conséquences, il faut savoir. Bonjour. Selon vous, un film comme Star Wars, c'est un simple succès populaire ou c'est un véritable chef-d'œuvre? Oula. Star Wars, alors, il y a plusieurs manières d'aborder ce film. Je dirais qu'il y a plusieurs degrés. On peut y voir une épopée celtique avec le héros dont le rôle est de rendre le réel conforme au mythe. Enfin, on peut y voir une légende arthurienne avec la princesse, etc. On peut y voir tout un tas de choses comme ça, plus ou moins théo. On peut aussi considérer que c'est en faire une critique radicale en disant que c'est le degré zéro du scénario, que c'est que des effets spéciaux, que c'est Hollywood, que c'est débile. On peut avoir cette lecture-là. On peut avoir aussi une lecture peut-être entre les deux, de dire c'est un super spectacle, je regarde ça, moi j'en deviens un gamin en voyant ça m'éclate bien, et puis vu le succès que ça, je suis pas le seul à ressentir ça, et puis on peut se dire quelque chose qui, autant d'années après, est devenu presque une icône de la culture
une icône de la science-fiction, qui est une des cultures dominantes du XXe siècle, au moins dans les sociétés occidentales, plus le Japon. On peut se dire que une œuvre de création qui a atteint ce statut ne peut pas être radicalement mauvaise, quoi. Enfin, moi, je fais pas du tout partie des gens qui disent que puisque ça intéresse le grand public, ça fait que mauvais. Enfin, c'est pas vrai, ça. Il y a des choses très mauvaises qui ont un succès colossal, il y a des choses très mauvaises qui se plantent, tant mieux pour elles, et puis il y a des choses de grande qualité qui atteignent un maximum de gens, et puis c'est bien. Alors je ne veux pas porter de jugement de valeur sur Star Wars, mais pour moi c'est plutôt bien, ouais. C'est plutôt quelque chose de bien. Que ça soit un chef-d'œuvre absolu, j'en sais rien. Enfin, à la limite, ça ne me concerne pas, c'est pas un problème. Pour continuer dans Star Wars, c'est un peu l'allégorie du bien et du mal, on trouve ça un peu dans le 5e élément aussi. Est-ce qu'il y a une moralité quelquefois dans la science-fiction? Est-ce qu'il y a une moralité dans la vie? Enfin, je ne veux pas botter en touche, mais quand un créateur a sa ligne de vie personnelle et que, alors je dirais l'éthique plutôt que la morale, parce que la morale je ne sais pas trop ce que c'est, enfin, l'éthique je crois savoir ce que c'est. Quand on a une certaine éthique, qu'on souhaite ne pas causer de tort, essayer de pas, non seulement ne pas ajouter la souffrance du monde, mais essayer peut-être de l'amoindrir, quand on essaie de gagner sa vie de manière juste, équitable, etc. Si par ailleurs on travaille dans la sphère de la création, je pense que les œuvres qu'on propose sont empreintes, imprégnées de cette manière de voir le monde. Enfin je crois. Donc je pense qu'Avatar, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, Avatar est nourri de considérations de cet ordre, de philosophie de l'éthique, enfin, je pense. Moi j'ai vu ça dans ce film. Et alors, il y a ça dans Star Wars, peut-être, il faudrait que je le revoir avec ce filtre. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question. La morale, je ne sais pas trop. Le problème de la morale, c'est que la morale des uns, c'est pas celle des autres. Il y a toujours ce côté, surtout dans nos sociétés, avec ce fond judéo-christianisme, c'est des mots. Morale, ça fait un peu perdre la pudeur, enfin, je sais pas. C'est pour ça que moi je préfère parler d'éthique. Ça me semble plus simple à définir. Alors oui, je pense que la science-fiction, ouais, il y a une éthique quand les écrivains en ont une. Oui.